Et on va Merci à vous. aborder la troisième présentation de ce webinaire. Hop, 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 hop. Alors moi, j'arrive pas à remettre, voilà, je suis désolé. Donc, le conférencier suivant est donc Sébastien Liarté, qui est professeur des universités dans le domaine des sciences de gestion à l'IAE de Nancy. L'IAE, c'est une école de management. Chercheur au laboratoire Beta, j'espère que j'ai utilisé avant le bon logo, Université de Lorraine. Donc, des recherches développées en stratégie, spécialisées en innovation, et plus particulièrement sur la question de la recherche de business model. C'est un petit peu ce qu'on va aborder maintenant. Et j'ai plus rien du tout. Oui, vous êtes toujours là. Oui, je vois la présentation. Voilà des business models qui vont accompagner cette innovation. Actuellement, Sébastien Liarté travaille en collaboration avec des chercheurs d'autres laboratoires de géologie, du CRAN, sur la question justement de cette business model pour accompagner les acteurs de l'écosystème des batteries, que ce soit pour la production de batteries, pour la gestion de ces batteries, que ce soit également pour la partie logistique, support, fonction logistique. Donc la question de l'économie circulaire va être abordée, les business models également, ils vont être adaptés dans ce contexte, et on va voir un petit peu ici le travail réalisé dans le cadre des batteries. Donc Michel, je vous passe la parole pour votre présentation. Merci. Eh bien, merci pour cette présentation. Alors, effectivement, donc, je suis dans une discipline pour les spécialistes de la technique et du développement des batteries assez éloignée, puisque c'est vraiment les questions des modèles économiques liés. Donc, ça peut apparaître assez éloigné, mais je vais essayer enfin, vous en avez tous conscience, hein, j'imagine bien, mais voilà, de voir comment on peut réfléchir à intégrer les problématiques, j'ai envie de dire, voilà, sur les performances, les techniques, les process et des notions de rentabilité économique, en tout cas de modèle économique soutenable à moyen long terme, espérons-le. Alors, c'est vraiment cette idée-là, et donc pour intégrer, alors bien sûr, comme toute innovation, puisque c'est quand même l'arrivée de nouveaux process, de nouveaux produits type de batterie, euh, est est une innovation, et donc, eh bien, enfin, parmi les choses à voir, il y a la question de la rentabilité économique, et notamment cette relation entre le coût, le prix et la valeur. Et c'est ce que essaient de faire en fait les modèles d'affaires quand on commence à réfléchir au modèle d'affaires ou business model. Alors, c'est vrai que les deux termes sont à peu près totalement substituables, mais peut-être pour ceux qui essaient de protéger un peu le français, je vais essayer d'employer un peu modèle d'affaires, même si je ne doute pas que business model m'échappe un peu aussi dans la présentation du fait de l'habitude. Alors, l'idée, c'est de se dire, voilà, de mon côté, hein, je suis désolé, et j'essaie de me mettre un peu à la terminologie, à la manière de fonctionner et à quelques spécificités de la batterie, même si, bien sûr, il m'en reste beaucoup à découvrir et que mes capacités, mes formations initiales ne me permettent pas de saisir toutes les nuances. Mais de mon côté, l'idée, c'est d'appréhender une batterie à peu près comme tous les produits ou services qui sortent d'une entreprise, c'est-à-dire à travers un coût, puisque bien évidemment, il va y avoir un coût lié à toute la phase de recherche et développement du produit. Hein. Ça, vous êtes bien placé, je pense, la plupart pour savoir que derrière, il y a des ingénieurs et du personnel qui réfléchit et qui tente de développer de nouvelles solutions, de nouvelles approches. Une batterie, c'est également un coût en termes de matières premières, bien évidemment, avec les ressources. On a eu des exposés tout à fait intéressants de voir d'ailleurs le type de ressources, les mines, la manière de les extraire, les pays dans lesquels elles sont extraites, les quantités disponibles qui généralement ont une influence sur le coût. Et ensuite, toute la partie technologique et process industriel pour réaliser une batterie qui, là encore, en fonction d'un certain nombre de facteurs, mais notamment les choix technologiques qui sont faits, ont une incidence sur ce coût. Mais bien sûr, une batterie, ce n'est pas qu'un coût, c'est aussi une création de valeur à travers notamment son usage, puisque si on crée des batteries, c'est pour qu'elles aient une utilisation, et donc on en fasse quelque chose. Alors, c'est une création de valeur
au sens large, hein, donc c'est pas forcément… ici, c'est pour ça que c'est décorrélé du prix, parce que ce n'est pas forcément monétaire. Une batterie qui serait moins polluante qu'une autre est quelque part source de création de valeur pour l'environnement. Et donc voilà, mais si normalement on tente de développer des nouveaux produits, des nouvelles solutions, c'est pour tenter d'accroître la valeur. Alors, ça peut être bien sûr des questions, encore une fois, de performance, hein, et les batteries, une batterie, une technologie qui permet d'obtenir des meilleures performances en termes de puissance, en termes d'autonomie, en termes de taille, et que sais-je encore. Bien sûr, c'est déjà une manière de créer de la valeur. Une batterie qui permet de faire 200 km, ou plutôt que 100, bon voilà, ça normalement crée un peu plus de valeur pour l'usager. Mais bien sûr, ensuite, eh bien, il faut fixer un prix à tout ça parce qu'on est dans un environnement, quand on est dans un environnement en tout cas industriel, économique, eh bien, il faut des prix. Et le prix, eh bien sûr, il y a une notion de prix minimal. La vente à perte étant déjà normalement sous certaines conditions interdites, mais en plus de ça, pour assurer la survie des entreprises à moyen, long terme, il est préférable de ne pas vendre à perte. Mais au-delà de ça, le but aussi, c'est de dégager une rentabilité pour pouvoir financer de la recherche et développement futur, pour financer de nouveaux développements, de nouvelles installations, ou même pour rémunérer l'ensemble des parties prenantes et qui contribuent à la réalisation des produits. Par là, j'entends à la fois les salariés, les actionnaires, les propriétaires, enfin l'ensemble des parties prenantes. Ce que j'avais à dire, la société à travers l'impôt aussi. Donc, il s'agit de trouver le bon prix avec aussi un point important, c'est-à-dire un prix qui doit aussi être acceptable, parce qu'il y a cette question de l'acceptabilité sociale. Et parfois, c'est là où il faut réfléchir aussi, parce qu'il y a une déconnexion parfois entre la R&D et toutes les activités de développement et l'ingénierie, qui peuvent être tentés de trouver l'option, les choix les plus performants en termes de niveau de performance, mais pour atteindre des prix qui ne soient pas acceptables par le marché, c'est-à-dire que personne ne puisse payer ce prix-là. On peut peut-être, je ne suis pas un spécialiste, imaginer des batteries automobiles plus puissantes de ce qu'il existe, mais on voit bien déjà que se pose la question de l'acceptabilité prix des voitures électriques en ce moment, puisqu'on voit bien que le prix des batteries, pas exclusivement, mais l'électrification de manière générale, a renchéri les voitures qui étaient déjà plutôt sur une tendance à des prix à la hausse constante, et un certain nombre de personnes commencent à s'interroger sur la possibilité d'avoir un marché de l'automobile neuf avec une voiture premier prix électrique autour de 25 000, 30 000 euros. Ça va être difficile de convertir l'ensemble des utilisateurs. Donc, l'idée, c'est qu'on est toujours dans un dilemme, alors qui dépasse le cadre des batteries, et bien sûr, hein, mais comme je vous dis, c'est le but, c'est général, entre le coût et la valeur créée, avec l'idée que, oui, créer beaucoup de valeur en dépensant beaucoup, en proposant beaucoup aux utilisateurs, aux consommateurs, c'est tout à fait possible. Mais il faut garder un équilibre entre qu'est-ce qu'on va permettre de faire avec le produit que l'on propose et à quel coût on l'obtient. Donc, c'est ce qui fait qu'il existe évidemment un lien entre la technologie, les choix qui sont faits et le marché et l'économie et la vie des entreprises, en fait. Donc, avant d'aborder même la question concrète et des modèles d'affaires, l'idée, c'est de commencer à se dire, bien sûr, on voit bien que les choix qui sont faits en termes de ressources, le type de ressources que l'on souhaite mettre dans ces batteries, le type de technique, le process de production que l'on met en place, va avoir une incidence plus ou moins importante sur le type de coût. Donc, est-ce qu'on se dirige vers des produits qui vont avoir des coûts plutôt fixes, ou c'est-à-dire qu'on a un gros investissement à faire
Et après, marginalement, ça coûte peu, ou est-ce que les coûts vont être plutôt variables? Est-ce que ce sont des coûts qui concernent plutôt l'amont de la filière, les process de production ou l'aval? Bon, voilà, ça, c'est des. Alors, pour faire le parallèle, vous pouvez tout à fait voir la question, par exemple, dans l'énergie. On voit bien qu'entre une centrale nucléaire, c'est quelque chose qui est quand même plutôt question d'économie, de coût fixe, parce que ça coûte très, très cher de construire un EPR. Et ensuite, le dernier kilowattheure qui sort coûte moins cher. Ceci étant dit, les coûts semblent être aussi en amont la construction de l'OPR, et on a découvert, ou on a accepté de découvrir plus tard qu'il y avait également beaucoup de coûts en aval, c'est-à-dire sur la question du retraitement ou le traitement des déchets nucléaires, quoi, et qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Et ça, finalement, si on l'intègre dans le coût total des opérations, ça change un peu le prix du kilowattheure. Bon, eh bien ça peut se retrouver tout à fait dans la question des batteries, parce que si on met, il existe des, des, des éléments des batteries qui sont plus ou moins polluants, par exemple, qui sont plus ou moins onéreux en amont, et donc ça change aussi la typologie et la répartition des coûts de la batterie. Bon, ça joue également les coûts sur la question de la taille du marché, parce qu'en fonction, si on est dans des environnements avec des coûts fixes très importants, eh bien évidemment, la part de produits qu'il va être nécessaire de vendre pour atteindre un équilibre, ce qu'on appelle le point mort du marché, va pas être au même niveau. Donc parfois, certaines technologies peuvent apparaître comme beaucoup plus satisfaisantes, beaucoup plus performantes, mais de notre côté, elles impliquent pour pouvoir être rentables, elles impliquent une taille de marché beaucoup plus grande. Et donc, on est là sur des seuils à atteindre qui ne sont pas les mêmes, alors que voilà, il peut exister des cas où des batteries moins performantes, mais euh, beaucoup plus rentables sur des petits marchés sont peuvent apparaître comme plus attrayantes. Bon, et puis, on peut s'interroger sur, dans le temps, comment vont évoluer les coûts des produits. Est-ce qu'ils vont s'accroître, se maintenir, décroître? Il y a les effets, notamment sur les gisements, hein. Il y avait la question de la disponibilité des ressources. On peut imaginer que tout ce qui dépend de matière de minéraux ou autres, de rares, plus rares, bien sûr, avec une utilisation massive et un recours massif à cela, ça risque d'accroître à terme les coûts. Donc voilà. Et ensuite, il y a également donc à mettre en parallèle avec la question de la création de valeur et de voir comment on va évoluer, comment peut évoluer la création de valeur également, hein, parallèlement au coût. Euh, des produits disponibles sur le marché. Alors, pour finir cette introduction, se pose la question, donc du coup, je mets entre guillemets parce que ça n'a pas de sens, hein, j'en suis bien d'accord, mais la question du bon prix, mais la question qu'on cherche à savoir, c'est finalement à la fin, en bout de chaîne, les utilisateurs, les consommateurs, sont-ils d'accord, sont-ils prêts à payer pour cela? Donc, on parle beaucoup voilà, de performance, de process, de batterie, de recyclage, de techniques de recyclage lors de la première présentation. La question, c'est voilà, sommes-nous et qui est prêt à payer le prix que cela va coûter? Alors je ne dis pas, on n'a pas parlé prix, hein, dans les process tout à l'heure, mais voilà. Alors, sachant qu'on vit quand même dans des environnements, tout ce qui touche à la batterie, dans ces secteurs-là, et le recyclage, le retraitement, parfois dans des environnements qui sont largement subventionnés. Donc, le prix, en fait, est pris en charge, au moins en partie, par la collectivité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Donc, il faut bien faire attention à cela et ramener vraiment à une question de réalité économique et donc de bien réfléchir en fait à ce ratio valeur-prix, c'est-à-dire qu'est-ce que ça apporte pour celui qui va payer et donc finalement qu'est-ce qu'il est prêt à payer pour ce que ça lui apporte. Et ça, c'est pareil, en économie, en gestion, il faut on fait très attention parce qu'il y a des produits qui finalement apportent de la valeur mais pour lesquels on n'est pas prêt à payer et inversement, des choses qui apportent peut-être relativement peu de valeur mais pour lesquels les consommateurs, les utilisateurs sont prêts à payer. Donc, voilà, il faut faire attention à ça et y réfléchir et l'avoir en tête au moment aussi de développer les solutions techniques.
Bien sûr, difficulté supplémentaire, c'est que le prix dépend des coûts. Les coûts sont liés à la taille des marchés. Et donc, comme on est sur des marchés qui démarrent pour certains de zéro et qui sont en croissance, bien sûr, on s'attend à une relation décroissante en fonction de la pénétration du marché, mais la pénétration des marchés dépend aussi du coût. Cas typique de l'automobile, pour que le prix des batteries et des voitures électriques baisse, il faut que les constructeurs atteignent des volumes suffisants, mais pour que les volumes soient atteints, il faut aussi que le prix des batteries baisse. Donc tout ça est intimement lié et donc essayer de, il faut, il faut essayer au moins de lancer la machine, ce qui est tout le procès, enfin la justification, notamment des systèmes d'aide et de financement par la collectivité. Ce qui amène au dernier point, de toujours aussi avoir à l'esprit qu'il peut y avoir une différence entre les prix affichés et les coûts réels, parce qu'il y a déjà les questions d'impact des aides, des subventions, de la fiscalité, et il y a aussi ce qu'on n'intègre pas forcément dans les coûts. Coûts sociaux, on parlait sur la question des batteries, on peut imaginer parfois que certaines conditions d'extraction de certains non, on parlait le lithium dans certains endroits, peut-être pas extrait dans les meilleures conditions de sécurité ou de santé pour certaines populations. Bon, ça, est-ce que c'est comptabilisé dans les coûts? Pas forcément. Est-ce que si on devait le mesurer et le compter et l'afficher et le faire payer, est-ce que là encore, on serait prêt à payer pour ça? C'est une question qui reste en suspens. Alors, l'idée, ben voilà, c'est de lier tout ça et donc de penser des modèles d'affaires. Alors, je vais juste très rapidement vous dire voilà, ce qu'on entend par modèle d'affaires pour que vous compreniez de quoi je veux parler. Et ensuite, je vous présenterai en fait les quelques modèles d'affaires liés à l'automobile au sens large et puis quelques problématiques complémentaires autour des modèles d'affaires, avec toujours dans l'exemple de l'automobile, mais au sens large, hein, l'écosystème complet de l'automobile, au-delà de la batterie, de la voiture, de la batterie, mais c'est l'ensemble des utilisateurs, parce que, bien évidemment, dans un système économique, on a une vision assez systémique de l'ensemble des acteurs, des utilisateurs et des filières. Alors, l'idée, hein, c'est un modèle d'affaires ou un business model, comme on l'entend, c'est de décrire la manière dont une entreprise va créer de la valeur et assurer sa pérennité. Alors, créer de la valeur et également sa capacité à la capter, parce que ce n'est pas tout de créer de la valeur. Alors, il existe énormément de manières de vraiment modéliser ce que c'est qu'un modèle d'affaires, de le décrire, d'en distinguer certaines caractéristiques. Je vous ai mis là quelques extraits de ce que vous pourrez taper si vous tapez modèle d'affaires, business model sur Google Images, hein, vous verrez tous les schémas. Alors, il faut pas... Enfin, c'est pas très important de regarder. En fait, l'idée, enfin, de regarder dans le détail à ce niveau-là, mais l'idée, c'est qu'en fait, un modèle d'affaires, c'est quoi? C'est l'articulation de trois choses qui sont centrales et qu'on peut vraiment rapprocher de toute activité, mais y compris des batteries, et toutes les entreprises qui tournent autour de cette question-là. Une question de proposition de valeur. Donc là, encore une fois, qu'est-ce qu'on propose? Donc, vous voyez, typiquement, Veolia qui propose la proposition de valeur, c'est de recycler, de retraiter des batteries en fin de vie et donc de leur donner, alors soit de leur donner une seconde vie ou de redonner seconde vie aux matériaux qui en sont extraits. Bon, voilà ce que ça permet de faire, donc quelque part, de protéger la planète, d'économiser des ressources, de remettre sur le marché des éléments. Ça propose quelque chose. Pour faire ça, il faut mettre en place ce qu'on appelle une architecture de valeur, c'est-à-dire ce qu'en fait est l'organisation qu'il y a derrière pour faire ça. Donc, c'est ce qu'on a vu à travers leurs présentations sur les différentes, les usines, par exemple, ce qui se passe à Dieuze, ce qu'ils ont dans les bâtiments, le type de process, les machines. Bon, il y a quelque chose qui est mis en avant. Si on prend un constructeur de batterie, il propose un produit qui permet de générer de l'énergie, donc éventuellement de se mouvoir et de faire bouger une voiture, très bien. Pour ça, eh bien, il y a une construction de batteries et des usines de batteries. Bon, voilà.
Et bien sûr, alors l'idée, c'est que la proposition de valeur, ça va générer du revenu. Certaines personnes, certains consommateurs, parfois des institutionnels, des sociétés vont être prêts à payer pour la valeur proposée. Donc, ça, c'est la partie entrée, flux entrant d'argent, vers simple. Et l'architecture de valeur, eh bien, ça va coûter. Ça va être des coûts, avoir des usines, avoir des personnels, avoir des process industriels, faire tourner l'ensemble, ça coûte. Donc, la génération de valeur, pardon, d'ailleurs, là, ce n'est pas la génération de valeur, enfin, si, c'est la génération de valeur, mais en fait, c'est l'équilibre entre revenus et coûts. Donc, et si tout se passe bien, si on a un modèle d'affaires qui est durable et pertinent, on génère plus de revenus que l'on a de coûts. La proportion reste à déterminer, mais c'est l'idée d'arriver, si vous générez moins de revenus que vous avez de coûts, vous allez, à bout d'un moment, l'industriel va avoir un problème et va être amené à disparaître. Voilà, donc, dans les grandes lignes, c'est pour vous, voilà ce qu'on peut avoir à l'esprit quand on parle de business model. Alors, là encore une fois, hein, je vous dis, bon, il y en a plein. Alors, j'en présente un qui est un peu plus. On retrouve toujours ça dans tout ce qu'on vous présente sur les modèles d'affaires. Vous retrouvez au centre, c'est la proposition de valeur. Donc, c'est le pourquoi, en fait. Hein, qu'est-ce qu'on propose quand on fait? Donc, est-ce que c'est du recyclage? Est-ce que c'est de la recharge de batterie? Est-ce que c'est l'utilisation d'une batterie à travers une voiture, une trottinette, ce que vous voulez. Ici, c'est la partie pour qui, quels sont mes clients, ok, donc qui va payer pour ce qui a été créé, le flux de revenus que ça génère, et là, eh bien, c'est l'architecture de valeur. Donc, quelles sont les activités, les ressources et les partenaires qui vont m'aider à produire mon produit. Donc, si vous êtes un constructeur de voitures, vous proposez une voiture électrique, vous avez des clients, vous avez des ressources, des activités et des partenaires, sans doute les fabricants de batteries pour les constructeurs qui produisent pas eux-mêmes leur batterie, et l'ensemble, ça génère des coûts, et voilà, on a l'équilibre. Alors, il y a des petites subtilités sur les manières de connecter aux produits les consommateurs, les différents, voilà, mais c'est l'idée générale. Alors, bien sûr, il existe, donc ça c'est l'idée générale. Ensuite, eh bien, je voulais vous parler de modèles. Alors, quand on réfléchit au modèle d'affaires, voilà, il y a eu des modèles de réflexion propres, j'ai envie de dire, à des problématiques propres à ce que vont être celles des batteries, comme on l'a évoqué là, et notamment avec la première présentation, enfin avec l'ensemble, mais la question de l'économie circulaire, ou en tout cas de réfléchir quand même à quelque chose de plus économe dans les ressources, ou en tout cas d'avoir une réflexion là-dessus, et avec des modèles d'affaires qui soient vraiment liés à ça. Et donc, je vais vous donner des exemples à chaque fois de choses qui se font en lien avec l'automobile ou des batteries automobiles. Donc, on peut réfléchir à des modèles d'affaires dont l'objectif, ça va être, encore une fois, toujours de manière à long terme rentable, mais de ralentir le flux de ressources nécessaires. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir le flux linéaire classique, déjà, mais à essayer de ralentir le flux. Donc, on ne change pas grand-chose, mais on essaie quand même de ralentir les choses. Bon, c'est ce qu'on appelle les modèles, vous êtes familiers, peut-être sans y avoir réfléchi, mais ce qu'on appelle alors les modèles, le modèle d'accès de performance. En fait, l'idée, c'est de fournir la solution, mais qui permet de satisfaire les besoins de l'utilisateur, le consommateur, mais c'est le découpler de la propriété individuelle. Le business model classique, c'est vous avez un bien, vous l'achetez, il vous appartient. Une batterie, vous l'achetez, elle vous appartient. Votre voiture électrique, elle vous appartient. Et le produit. Là, l'idée, c'est de trouver des modèles où finalement on commence à déconnecter la propriété et on arrive dans des modèles de location. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve, alors qui surprend parce que c'est relativement nouveau, mais avec des voitures électriques où la batterie, la voiture vous appartient, mais par exemple, la batterie ne vous appartient pas, c'est un système de location de batterie. Et le fait que tout le monde ne soit pas propriétaire de sa batterie, c'est un moyen de limiter aussi la consommation. Alors, ne pas être louer ne veut pas dire forcément partager à plusieurs.
qui est encore une autre forme de sobriété. Mais déjà, l'idée, c'est que voilà, c'est géré et on met à disposition d'autres choses. Alors, c'est ce véhicule de Renault, véhicule électrique un peu particulier, mais la Twizy n'est disponible, en fait, est un système de location et c'est quelque chose qui éventuellement se développe et on voit bien aussi l'avenir de la voiture électrique passera peut-être par les questions de location longue durée ou qui sont d'autres modèles d'affaires en fait. Et on génère des loyers et non plus un prix d'achat. Bon, si on remonte ici, donc il y a aussi une vision, voilà, réduire les flux, étendre la durée de vie. Et donc là, il y a aussi l'idée d'avoir des modèles d'affaires qui permettent d'exploiter des valeurs résiduelles de produits, de production, de consommateurs, pour avoir un retour à la production pour d'autres activités. Donc là, voilà, c'est un partenariat avec Nissan et Foreign Energy, l'idée étant de créer des grosses batteries, des gros chargeurs et batteries à partir de batteries, d'anciennes batteries de Nissan Leaf, qui étaient les premiers ancêtres de la voiture électrique. Donc, Nissan commence à avoir des batteries de Nissan Leaf usagées sur le marché. Un certain nombre sont encore performantes. Elles ont perdu j'enlève le cas des batteries qui sont hors d'usage, mais il y en a qui fonctionnent encore. Elles ont perdu de leur puissance. Elles ne sont peut-être plus suffisamment puissantes pour rendre une voiture complètement autonome et la mouvoir, mais en revanche, elles peuvent avoir un autre usage, et si on les couple en plus, on peut créer comme ça des gros systèmes de charge et de chargeurs et qui peuvent être utilisés pour une sorte comment on appelle ça, enfin, c'est des sortes d'accumulateurs qu'on peut réutiliser, ou alors soit on les utilise individuellement avec des produits qui nécessitent moins d'énergie qu'une voiture ou moins d'autonomie, soit on les couple et on peut les utiliser dans différentes façons. Bon, et puis il y a le modèle de rallongement de la classique, mais ça aussi, ça s'intègre dans certains modèles d'affaires. Donc, tous les modèles d'affaires qui sont centrés sur l'allongement de la vie du produit, et se développe un écosystème, on le voit bien, et va se développer un écosystème de plus en plus important autour du diagnostic, de la réparation des batteries. Et du batterie d'occasion. Enfin, on retrouve ça dans toutes les industries. Prenez le cas aussi de la téléphonie mobile. Je veux dire, c'est ouvert pléthore de magasins spécialisés dans le changement, la réparation des batteries de téléphones portables. Donc, ça va arriver également, on peut imaginer, avec les constructeurs automobiles. On le voit déjà, il y en a qui sont en charge, plutôt que parce que votre constructeur vous dit, bon voilà, maintenant, à passer un certain nombre de kilomètres, il faut changer la batterie de votre voiture, ce qui est très coûteux. Certains réparateurs indépendants spécialisés commencent à entrer pour expliquer qu'on peut réparer, on peut redonner une seconde vie à votre batterie existante. Donc ça, voilà, c'est un autre type de... Vous n'êtes pas constructeur de batterie, vous n'êtes pas vendeur de batterie, vous êtes réparateur, rallongeur de vie de batterie, ce qui est encore un autre... Vous vendez un service qui est un autre modèle d'affaires. Bon, autre possibilité aussi sur ces questions de batterie, les questions de fermer le flux de ressources nécessaires. Donc là, on circularise en fait le classique modèle d'économie circulaire. Donc on peut rallonger, on peut circulariser et voire même étendre tout en circularisant. Donc quelques exemples, l'idée d'exploiter de manière plus approfondie la valeur résiduelle de certaines ressources, donc en collectant les déchets, en les retraitant, en les transformant pour leur donner de la valeur. Donc voilà, donc c'est un peu, enfin c'est l'idée de ce partenariat, de ce projet dit Relive entre un certain nombre d'industriels que vous avez là, et l'idée là, c'est vraiment sur le lithium-ion de faire un partenariat avec chaque entreprise ayant une spécialité, un domaine de compétences spécifique sur le lithium-ion, sur les batteries lithium-ion, et pour être capable de finalement réutiliser, recollecter, retraiter particulièrement ces matériaux pour en faire quelque chose d'autre
par la suite, mais pas voilà, juste éviter qu'ils polluent ou de les stocker ou leur enlever la dangerosité, mais d'aller au-delà. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Alors, c'est un des exemples, il y en a bien d'autres, hein, mais on voit bien toute l'activité du recyclage qui est dans cette optique-là, hein, on l'a vu, et donc qui va devenir un enjeu majeur pour, à terme, quand on aura la totalité du parc automobile en Europe et dans le monde, ayant basculé vers l'électrique. On voit aussi, là encore, les questions de circularité avec les questions de ce qu'on appelle les modèles d'affaires basés sur des questions de symbiose industrielle. Donc ça, ce n'est pas nouveau dans l'énergie. On l'avait déjà vu avec la question d'être à proximité de sources d'énergie, notamment dans l'agriculture, avec l'utilisation de biomasse ou des choses comme ça. Et bien là, c'est de continuer dans cette idée-là et donc connecter des flux de ressources entre activités, là encore d'exploiter. Et donc, bon, quelque chose un peu emblématique et fer de lance, mais le stade Johan Cruyff d'Amsterdam, qui a été pensé pour à la fois être autonome en termes d'énergie, avec la collecte, l'utilisation de panneaux solaires pour créer de l'énergie et le stockage de cette énergie dans des, comme je vous l'avais présenté avant, hein, dans des super chargeurs containers, là encore construits à base de batteries de Nissan Leaf, hein, parce que là, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, hein, il y a 148 batteries de Nissan Leaf ont été mis ensemble et utilisées pour permettre de garder l'énergie produite par les panneaux solaires et pour être réutilisée. Bon, donc, et enfin, dernier élément, réduire les ressources. Circulariser et affiner le flux de ressources nécessaires, c'est-à-dire en consommer moins. Et donc là encore, dans l'automobile, mais là, c'est vraiment l'idée d'encourager la sobriété. Je ne sais pas si vous avez vu ou si vous avez déjà utilisé ou si vous possédez la nouvelle Citroën Ami, mais vous voyez, l'idée, et ce qui est la publicité, hein, si vous voulez vraiment 300 chevaux dans Paris, allez dans un hippodrome, et l'idée, c'est d'avoir une voiture qui est très peu consommatrice, puisqu'elle ne va pas, elle est déjà très légère, mais elle ne va pas au-delà des 50 km/h, où il est expliqué que de toute façon, c'est en ville, en moyenne, on ne dépense que très rarement les 50 km/h, voire même on n'a pas le droit. Donc, on n'a pas besoin de toute l'énergie, on n'a pas besoin de très grosses batteries, donc on n'a pas besoin de beaucoup de matériaux dans les batteries ou de batteries très performantes. Là aussi, vous voyez, c'est des modèles d'affaires qui sont, pendant très longtemps, on était sur le plus et le mieux, et là, eh ben, c'est le plus sobre qui serait le mieux, et donc c'est aussi un autre modèle d'affaires, et l'Ami est un succès commercial pour Citroën. Donc, c'est relatif parce que ça reste un produit de niche, mais voilà, c'est une manière de penser les choses. Bon, voilà, alors l'idée, c'est que vous avez vu un différent, il en existe d'autres, hein, mais c'était pour vous montrer qu'avec un même produit, on peut l'intégrer de manière différente en termes économiques. J'attire votre attention sur 2 points, en fait, en conclusion, hein. Attention, quand même, la création de valeur, ce n'est pas la captation de valeur. Ce n'est pas parce qu'on va créer de la valeur avec sa batterie ou avec, voilà, qu'on va forcément, quelqu'un va être prêt à payer. Je vous donne là juste l'exemple de Uber, la société, vous savez, la plateforme de VTC, de taxi. Voilà, ils ont créé une version green, où là, les voitures que vous commandez sont des voitures qui sont électriques ou hybrides. Donc, pour les gens qui sont soucieux de l'environnement, même quand ils prennent un taxi. Bon. Là, vous avez un exemple de tarif pour le même déplacement en fonction des différentes possibilités que vous offre Uber, donc en termes de taille, de confort ou autre. Alors, et là, l'idée, c'est que vous voyez, le UberX, qui est la version la plus économique, est à 41, 42 euros. La version Green est à 48. La question, c'est que ce n'est pas un franc succès parce qu'il crée de la valeur quelque part sociétalement en se disant, bon voilà, on propose quelque chose qui est moins polluant et ça peut vous plaire de vous dire, je vais moins polluer. Ceci étant dit, est-ce que ça en crée suffisamment pour vous dire, je vais payer plus cher pour moins polluer? Eh bien, en général, la clientèle moyenne choisit plutôt l'option, à moins d'avoir des questions de taille ou de confort, mais choisit plutôt à déplacement égal, choisit l'option la moins chère, même si elle pollue plus. Donc, alors,
comme toujours, Uber n'a pas c'est pas Uber, mais le chauffeur qui achète une voiture hybride ou qui loue une voiture hybride ou complètement électrique pour créer de la valeur, eh bien, il va en créer parce qu'il va moins polluer, mais il ne va pas recevoir, il va pas capter la valeur qu'il a créée. Donc, il faut faire attention à ça. Bon, et dernier point de conclusion, eh bien, l'idée, c'est que, attention, l'ensemble des organisations sont interconnectées. Donc, en fait, on raisonne souvent en termes de fournisseurs, de clients, de concurrents, mais en fait, il y a la question quand même, il ne faut pas oublier qu'on est dans des filières et les choses sont complémentaires. Donc, j'ai juste un extrait qui date, et ce n'est pas la question des chiffres là ou importantes, mais vous voyez que l'idée, c'est qu'on est une batterie, ça va d'une voiture, c'est à la fois l'extraction minière de la matière première, le raffinage de la matière première, la fabrication des composants, la fabrication des cellules, la fabrication des blocs de batterie, la fabrication des véhicules électriques. On peut rajouter le recyclage ensuite des composants. Et donc, chacun à son stade va créer de la valeur et chacun à son stade doit développer un modèle d'affaires qui, pour lui, soit rentable. Mais il faut faire en sorte que ça soit rentable pour l'ensemble de la chaîne. Donc, quelque chose qui serait particulièrement pertinent et rentable ou intéressant au niveau de l'extraction des minières, des matières premières, eh bien, ça va rejaillir sur l'ensemble de la filière et il faut que ça ait un intérêt et que ça va participer à la création de valeur pour l'ensemble de la filière, mais il faut que chacun s'y retrouve. C'est exactement pour ça, enfin, une des raisons, il y en a plusieurs, mais de la difficulté il a fallu que le législateur intervienne de manière un peu brutale sur la question des changements, pour que les constructeurs automobiles passent quand même beaucoup à l'électrique, mais il y a quand même cette question de qui crée la valeur dans une voiture électrique, le constructeur ou est-ce que c'est le fait d'avoir une voiture ou est-ce que c'est le fait d'avoir une batterie en fait. Et jusqu'au moment où les batteries, les constructeurs voyaient d'un mauvais œil se dire la création de valeur et la captation de valeur va se déplacer vers la batterie. Donc nous, en fait, on ne sera que des réceptacles à batterie et les gens, ce qu'ils feront, c'est qu'ils achèteront ou ils loueront, ils seront rattachés à une batterie. Et c'est ça qui va avoir de la valeur. Donc, il faut arriver à que chacun, dans l'ensemble de la filière, réussisse à avoir sa part du gâteau pour que tout le monde avance ensemble, parce que sinon, c'est là où on voit apparaître des à-coups ou des problèmes qui bloquent les filières. Donc, voilà l'élément aussi que je voulais souligner. Bon, et vraiment aussi, donc, dans cette question d'interconnexion, eh bien, il y a la question de qui crée la valeur, qui la capte, et donc c'est vraiment ça. Hein. Donc, est-ce que c'est ceux qui fournissent les ressources, est-ce que c'est les batteries, est-ce que c'est ceux qui produisent les batteries, est-ce que c'est ceux qui rechargent les batteries, est-ce que ça va être ceux qui recyclent les batteries? On peut espérer que ça soit tout le monde qui ait développé ces modèles d'affaires, ceux qui participent à l'entretien aussi des batteries, enfin voilà, mais on peut espérer que ça soit tout le monde. Mais ce n'est pas non plus évident, donc il faut vraiment réfléchir à cette question aussi d'interconnexion de modèles d'affaires. Bon, et là, c'est ce que je voulais vous dire, et c'est la synthèse aussi avec l'exemple que je vous ai donné, mais Uber Green, c'est un service. C'est une batterie, c'est une voiture, c'est un chauffeur qui l'a acheté. Et qui crée de la valeur là-dedans? Est-ce que c'est la voiture, la plateforme Uber, le chauffeur et voilà, et qui va récolter l'argent à la fin de cette création de valeur? C'est une question qui quand même reste en suspens et qui est quand même centrale pour le développement des activités et la vie des entreprises. Voilà ce que je voulais vous dire et je voulais arriver à la conclusion là-dessus. Merci Sébastien pour cette belle présentation. Alors, qui sort un petit peu des présentations classiques, hein, mais effectivement, c'est la volonté de notre GDR de s'ouvrir un petit peu sur les sciences humaines et sociales, effectivement. Et donc, la discussion est ouverte. Et je vais commencer, je ne vois pas de questions qui s'affichent pour le moment, je vais commencer par une première question. Cette approche d'un modèle d'affaires, ça se fait par des logiciels ou ça se construit en quelque sorte à la main avec des règles bien précises de construction? Oui, alors non, alors là, oui, non, nous on est beaucoup moins en question de modélisation, ça se construit avec surtout, des discussions en fait entre différents services, parce que voilà, vous aurez chaque service dans une entreprise va pousser
pour ce qu'elle recherche. Donc, le service marketing va pousser pour les consommateurs veulent ça, donc il faut leur donner ça. Les ingénieurs vont pousser en disant, mais nous, on est capable de faire ci ou de faire ça, donc il faut faire ça. Et les services financiers, en général, disent, bon, ben, nous, on voudrait obtenir telle rentabilité, donc baissez vos coûts et augmentez vos prix. Et voilà, et donc le but, c'est ça, hein, c'est d'arriver à un consensus et à trouver un équilibre de comment faire en sorte d'évaluer ce que l'on crée comme valeur et puis les coûts qu'on est prêt à mettre en face et que tout le monde y retrouve quand même. Et donc, vous avez des méthodologies pour développer ce type de modèle. Oui, alors c'est surtout des méthodologies, j'ai envie de dire, pour les décortiquer et pour les étudier, pour les classifier, parce qu'après, enfin, c'est vraiment très empirique, hein, mais c'est aussi de se dire, voilà, il y a des grands modèles types, du type le modèle par abonnement, le modèle, vous voyez, on est passé dans une société, les batteries, enfin les voitures, on s'y met beaucoup avec la location option d'achat, mais tout devient, enfin vous avez peut-être constaté tous que tout devient par abonnement. On s'abonne à peu près tout. Bon, ben ça, c'est un type de modèle d'affaires assez général, enfin qui avant était plutôt rare et qui se généralise. Bon, voilà, mais après, c'est la question, c'est de voir, nous, c'est pas tellement comment on les met en place, mais les limites et les intérêts. Vous voyez, un modèle par abonnement, c'est bien, mais avec une inflation à 8%, c'est embêtant. Parce que quand vous êtes habitué à payer un abonnement Internet à 30 euros, dont le prix n'a pas changé pendant très longtemps et que maintenant on a des taux d'inflation très élevés, c'est compliqué. Est-ce que vous pouvez prendre 8% tous les mois à votre forfait d'Internet? Et ben ça, c'est compliqué. Donc, c'est plutôt ça, en fait, qu'on étudie, quoi. C'est trouver les conditions et les meilleures conditions et les business models dans un contexte donné qui sont les plus pertinents, quoi, en fait. Bon, je vois une deuxième question qui apparaît là sur le chat, donc de Laurent Casser. À partir de quel moment les économistes, entre guillemets, académiques, entrent en jeu dans la mise en place des filières, par exemple par rapport au développement de filières de production de métaux? Eh bien, c'est une bonne question. J'ai envie de dire, ça dépend des secteurs et ça dépend des entreprises. Souvent, typiquement, si on reste dans la question de l'automobile, très très tard, pour le coup, on a laissé, mon sens, mais les industriels, si on ne les fait pas intervenir assez tôt, ils restent dans leur quotidien et dans le court terme. Et c'est ce que je vous disais, vous regardez en France, les constructeurs français, à l'heure actuelle, ont pris un retard considérable dans la capacité à réaliser des voitures électriques pas chères. Pourquoi? Parce que ils ont pas réfléchi à, ils ont tenu le plus longtemps possible à faire des moteurs thermiques parce que bon, voilà, économiquement, ils y avaient intérêt. Vous voyez bien arriver l'évolution. Mais sauf que le court terme faisait qu'ils faisaient des voitures sur des technologies qu'ils connaissaient, maîtrisées, qui coûtaient finalement, c'est là où je vous dis l'importance des coûts fixes, qui nécessitaient moins de coûts fixes et qu'ils rentabilisaient tout de suite. Donc, c'est malheureusement trop tard. Souvent aussi, on fait intervenir le financement public qui biaise considérablement. Donc, pareil, on s'y intéresse. Donc, il faudrait, je ne sais pas si c'est le sens de la question, mais je pense qu'il faudrait les faire intervenir plus tôt. En tout cas, ceci étant dit, il y a quand même des secteurs dans lequel ils interviennent un peu plus tôt, quand vraiment on veut soit limiter ou vraiment développer dans les deux sens, parce qu'il y a les contre-business models. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir, mais la question il y a beaucoup d'économistes oui, qui s'intéressent à la question du marché du tabac, mais justement pour trouver les modèles d'affaires, contrer les modèles d'affaires des fabricants de tabac, en fait, et comment faire pour les empêcher, vous voyez. Et ça, voilà. Et on le trouve aussi. Donc, bon. Augmenter les prix n'est pas le seul critère qui peut rentrer en jeu. Bah, en tout cas, voilà. Mais vous voyez, comment faire en sorte qu'il ne propose pas de valeur? Le paquet neutre, c'est exactement ça aussi, hein. C'est de dire limiter la valeur qu'on peut proposer et ne pas pouvoir vendre une image de marque à un cow-boy et l'Amérique et je ne sais pas quoi. Eh bien, c'est aussi ça, hein, c'est de se dire on veut qu'il ne propose pas de valeur.
Est-ce qu'il y aurait encore une question? Alors, je me permets une dernière question. Donc, est-ce qu'il y a également des considérations politiques qui vont aussi entrer en jeu? Qu'est-ce que vous entendez par considération politique? Par rapport aux valeurs, justement. Donc, ça peut être effectivement, comme vous l'avez dit avant, les subventions qui peuvent être mises en jeu, ou la politique, ou quand on regarde un petit peu aujourd'hui, le gouvernement, il incite au tout électrique. Oui. Ça, c'est vrai que je pense que les constructeurs automobiles, par rapport à ça, ils avaient quand même bien optimisé tous leurs moteurs thermiques. Et aujourd'hui, voilà, ils ont peut-être misé sur le. Alors, Donc, considération politique, ça va rentrer en jeu aussi. Et oui, ça, alors, à ce qui rentre plus largement, hein, au-delà du politique, alors je veux pas, enfin, ce qui est sûr aussi, et c'est une branche, hein, de la gestion, alors on en pense qu'on en veut, et ça en fait partie, en tout cas, les gestionnaires et dans les entreprises, il y a une forte, enfin, vous le savez aussi dans tous les domaines, mais une part importante de lobbying, en fait, au sens large. Donc, effectivement, il y a un lobbying actuellement qui pousse beaucoup à l'électrique. Il y a eu pendant très longtemps un lobbying très intense, particulièrement en France, au niveau du diesel. C'est pour ça que la France avait cette petite spécificité, parce que les constructeurs français avaient une spécialité historique dans ce type de motorisation. Donc voilà, donc en fait, parce que ce sont des jeux de pouvoir, hein, aussi, hein, il faut pas se leurrer. Et donc, ce que devient l'évolution d'une filière, ce que devient l'évolution d'un secteur, c'est aussi la rencontre de jeux de pouvoir, et donc finalement, oui, de politique au sens large du terme, c'est-à-dire de la gestion de ces jeux de pouvoir, de ces réseaux. Et oui, donc parce que le type de technologie, parce que le type de choix en termes de recyclage, de recharge, c'est sûr que ça a une incidence. très bien, merci. On va s'arrêter là. Encore merci, Sébastien. Donc, Merci.